Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour vos éditions du week-end. Nous sommes le vendredi 1er novembre. Voici les titres que nous allons développer ensemble. Les Golden Foot Awards étaient de retour hier à Monaco pour une 21e édition. Des légendes du football étaient conviées pour récompenser leur carrière et leur mythique performance. Vous découvrirez dans un instant le récit de la soirée et le lauréat du trophée 2024. Au même moment hier se tenait la soirée d'anniversaire de la Fondation Flavien qui célèbre cette année ses 10 ans. 10 ans qu'elle s'engage dans la recherche sur les cancers pédiatriques et les maladies rares. Nous vous y emmènerons et vous verrez que les nouvelles sont bonnes pour la science. Le 1er novembre, c'est aussi bien sûr la fête de la Toussaint, à ne pas confondre avec celle des morts qui a lieu le lendemain. L'abbé Christian Venard sera notre invité et nous en donnera la signification pour les chrétiens du monde, mais pas seulement. Dans ce journal également, nous parlerons gastronomie avec un dîner aux allures asiatiques qui s'est tenu hier au Louis XV Alain Ducasse à l'hôtel de Paris. Le chef Emmanuel Pilon a proposé un menu autour du saké, la fameuse boisson japonaise à base de riz. Un défi relevé haut la main à découvrir dans quelques minutes. Et puis à la fin de cette édition, ne manquez pas l'après-JT, comme chaque vendredi, consacré aujourd'hui à la folie d'Halloween qui a conquis le cœur de Monaco et des petits monégasques. Du football, pour commencer ce journal, pas un match, mais une soirée de gala. Hier avaient lieu les 21e Golden Foot Awards à l'Automobile Club de Monaco. Des légendes du métier ont été récompensées pour leur carrière et leurs plus belles performances et nous ont laissé un autographe signé avec le pied. L'un des nommés a également remporté le fameux trophée. Alors, qui succédera au dernier lauréat Robert Lewandowski, l'attaquant du Barça? Réponse dans ce reportage signé Frédéric Elion et Marie-Ève Béé. Les empreintes de leurs pieds resteront pour l'éternité sur la promenade des champions en principauté, symbole de la trace qu'ils ont laissée dans l'histoire du football. Plusieurs légendes du foot étaient à l'Automobile Club de Monaco jeudi soir pour la soirée de gala des 21e Golden Foot Awards. Well, it's great when you see so many names in the history of this event that has appeared here. We're talking about history of football and being here, it's a pleasure, it's an honor and I hope we can enjoy. Aujourd'hui, être tous rassemblés ici, c'est magnifique et pour une belle cause, c'est vraiment quelque chose de très beau, le Golden Football Award. Et je crois que c'est un plaisir de retrouver aussi des anciens camarades comme Fabio Cannavaro. Je lui disais encore, il y a pas loin d'hier, je lui disais que ça faisait 30 ans qu'on avait joué ensemble déjà. Et les années passent, mais voilà, quand on se revoit, c'est toujours un grand plaisir. Et on est vraiment bien accueillis ici à Monaco, comme à chaque fois, donc c'est un réel plaisir. Hâte de connaître le nom du lauréat du trophée ce soir? Ah oui, on est venu pour ça, donc on a hâte de savoir qui va être le prochain. Durant la soirée, plusieurs anciennes gloires ont reçu le Golden Foot Legend Awards. Gérard Piqué, emblématique défenseur du Barça, ou Rui Costa, l'élégant milieu de terrain portugais passé par la Fiorentina et le Milan. Mais le lauréat de la 21e édition des Golden Foot Awards est l'attaquant de l'Inter Milan Lautaro Martinez. Absent hier soir, le champion du monde 2022 avec l'Argentine a tenu à remercier le prince Albert II et les Golden Foot via un message vidéo. La Fondation Flavien célèbre ses 10 ans cette année. En 2014, son créateur Denis Macario perdait son fils Flavien d'un cancer du cerveau métastasé à l'âge de 8 ans. C'est ce qui l'avait poussé à s'engager pour faire avancer la recherche sur les cancers pédiatriques et les maladies rares. Une décennie plus tard, les résultats sont là. Alors la soirée d'anniversaire qui s'est tenue hier n'en était que plus belle. Patricia Navarro et Julien Laugier y ont assisté et vous la racontent. La Fondation Flavien est née de la volonté d'un homme, un père qui venait de perdre son fils et qui lui a fait la promesse de se battre pour tous les autres. Très rapidement, Denis Macario a été rejoint par une armée de bénévoles, touchés par son histoire et soucieux de contribuer à faire avancer la recherche sur les cancers pédiatriques. Des anonymes, des chercheurs du centre scientifique tout particulièrement avec une équipe qui est parvenue à enregistrer des résultats notables qui feront bientôt l'objet d'un essai clinique et des personnalités qui ont toujours répondu présentes à l'appel lancé par la Fondation Flavien. Pour célébrer les 10 ans de cette belle cause et pour remercier toutes ces personnes investies, une soirée anniversaire a été organisée au Novotel aux allures de grandes réunions de famille. À la base, je suis le parrain de Flavien, le parrain officiel. Donc on se connaissait avec Denis et sa famille, on se connaissait d'avant. On était amis. Quand Flavien est né, on était amis. Voilà. Donc j'ai vécu la totalité de la maladie, du décès, etc. Et quand Denis a monté la fondation, c'était évident qu'il fallait qu'on en soit. Voilà. Et depuis on y est au quotidien, tout le temps. Et voilà, et on est content que ce soir, voilà, on soit tous là.
et que ça soit l'aboutissement de 10 ans et que ça soit une continuité et que ça marche. Et depuis plusieurs années, de grands chefs ont également souhaité s'associer au combat de la Fondation Flavien. D'apéro des étoiles en dîner des étoiles, ils cuisinent à plusieurs mains des moments d'exception pour contribuer à la collecte de dons, comme lors de cette soirée anniversaire. Une question de partage, donc c'est un pur bonheur de pouvoir faire ce genre de repas et surtout on sait que l'argent, où il va pour cette fondation. Quand on s'investit dans une telle cause et qu'il y a de tels résultats, je ne m'arrête pas de féliciter Denis parce que la Fondation Flavien, elle a fait évoluer, avancer et à travers toutes les petites manifestations conjuguées, ça fait qu'on a réussi à avoir une belle cagnotte et cette cagnotte est le reflet aujourd'hui. Et dans la salle, celui qui incarne l'espoir, Enzo, a lui aussi souffert d'un cancer lorsqu'il était tout jeune. Il m'a aidé quand j'étais petit et ça me touche énormément. C'était quand j'avais 4 ans, j'ai eu la maladie, leucémie, et Denis et son fils, il l'avaient eu aussi. Et depuis, on s'est rencontrés et tout. Et depuis, on se connaît. De savoir que je suis une mascotte pour lui, c'est touchant et tout. Un espoir vivant qui donne encore plus de force à la Fondation Flavien et tous ses bénévoles pour continuer ce combat en faveur de la lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies infantiles rares. Nous sommes le 1er novembre, c'est bien sûr la fête de la Toussaint, une fête très importante chez les chrétiens du monde entier et plus encore. Et elle précède la fête des fidèles défunts, plus connue sous le nom de fête des morts, qui a donné lieu aux fameuses réjouissances populaires d'Halloween. Pour en parler, nous sommes avec l'abbé Christian Venard. Bonsoir à vous. Bonsoir Théo. Je rappelle que vous êtes délégué épiscopal au service de la communication et de l'évangélisation numérique du diocèse de Monaco. Merci d'être avec nous ce soir pour nous aider à comprendre la signification que revêtent ces deux dates clés du calendrier. D'abord, il faut bien comprendre que la fête de tous les saints du 1er novembre, c'est pas vraiment la même chose que la fête des fidèles défunts qui a lieu le 2. Absolument. Alors en fait, elles sont quand même liées, hein. Donc c'est pas pour rien si d'abord parce qu'il y a la proximité, le 1er et le 2 novembre, mais historiquement c'est quand même la fête de la Toussaint qui arrive en premier. Pourquoi ? Parce que très tôt dans la vie de l'Église, il y a eu l'idée quand même il y avait des tas de saints et de trouver un moment pour célébrer tous ceux, toutes celles qui sont. Qu'est-ce que c'est un saint ? C'est un homme, une femme comme vous, comme moi, dont l'Église nous dit la manière dont il a vécu dans sa vie l'Évangile, sa proximité avec le Christ, fait que nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, que cet homme, que cette femme est auprès de Dieu et qu'on peut en quelque sorte, je dirais, tirer un peu la sonnette pour leur dire: est-ce que tu peux m'aider à mon tour à avancer sur le chemin vers Dieu ? En fait, c'est ça un saint. C'est le chemin auquel on est tous appelés. Et cette fête en Occident, elle s'est propagée à partir de la dédicace. La dédicace, c'est la première fois où on se sert d'une église. Et figurez-vous qu'à Rome, il y avait un temple qui était dédié à tous les dieux, le fameux Panthéon, et il y a un pape qui a décidé d'en faire une église qui serait dédiée à tous les martyrs. On a fait venir des reliques de tous les martyrs romains et on a créé cette église. Et en fait, la fête des saints, la Toussaint, au départ, on commémorait la dédicace de cette église du Panthéon à Rome qui était dédiée à tous les saints. Est-ce que l'on peut dire pour autant que ces deux journées ont la même importance chez les chrétiens ? Qu'est-ce qui les différencie sur le fond ? Alors, pour répondre à votre question, alors je continue un peu justement historiquement. L'idée est devenue de dire, enfin l'idée c'est plus qu'une idée, c'est la pratique. Ça a été de se dire, on a prié pour tous ceux, enfin on a prié avec tous ceux qui sont déjà saints. On a rendu grâce à Dieu pour cette multitude, ces milliers, ces centaines de milliers, ces millions d'hommes, de femmes qui sont dans la gloire de Dieu. Et puis on va prier ensuite assez logiquement pour ceux qui sont morts, mais qui sont peut-être pas encore dans la gloire de Dieu, ce que nous les chrétiens nous appelons le purgatoire, c'est-à-dire cette période où ils ont encore besoin de purification parce que, comme vous, comme moi, dans leur vie, tout n'est pas tout à fait dans la perfection, tout n'est pas toujours dans la lumière. Et ce besoin de purification, c'est ce qu'on appelle le purgatoire, et ça a donné lieu à cette naissance. Alors, très concrètement, c'est venu d'une inspiration des moines de Cluny, et c'est au IXe siècle qu'on a pris l'habitude, après les moines de Cluny, le lendemain d'avoir fêté tous les saints, de se dire on va prier pour tous les morts. Alors bon, je le disais précédemment, ces événements sont célébrés par les chrétiens, mais touchent beaucoup
plus de personnes en réalité. La fête des morts est célébrée partout dans le monde avec un aspect commercial et populaire, les déguisements, etc. Pourtant, la Toussaint n'a pas le même écho. C'est ce qu'on disait là, c'est que comment ces dates doivent-elles être comprises en tant que non-croyants? Quel est le message à diffuser? C'est quand même quelque chose qui nous est un peu extérieur, et c'est quand même la manière dont Halloween nous est présenté, c'est quand même quelque chose d'un peu sombre, c'est l'invocation des morts, de tout ce qui est un peu ténèbres, et je dois dire, je sais pas, le monde qui nous entoure, il y a déjà beaucoup de ténèbres, il y a beaucoup de morts, c'est l'actualité la plus brutale et la plus immédiate ne cesse de nous mettre ça sous les yeux, et je trouve que finalement, la Toussaint et la pieuse coutume de prier pour les morts qui est quelque chose d'assez doux. Vous voyez, au moment où je vous parle, derrière nous, il y a cette chapelle du cimetière de Monaco où les vêpres de la Toussaint sont en train d'être chantées avec notre archevêque, une partie du clergé, des fidèles, et tout ça est baigné quand même, et on a la chance en plus ici sur les bords de la Méditerranée, doit être baigné dans une belle lumière. Pour le chrétien, la mort n'est pas quelque chose d'affreux, c'est une rencontre avec le Seigneur. Alors c'est le passage qui nous fait peur et c'est bien normal. Il y a quand même un inconnu. Saint Paul dit c'est de passer de l'autre côté du miroir. Mais c'est quand même quelque chose de beau. C'est le moment où on va rencontrer celui qui nous a créés. C'est le moment où on va rencontrer, quand on a la foi, celui que nous avons essayé d'aimer, de suivre dans notre vie, Jésus. Alors c'est vrai que ce monde, vous voyez, d'Halloween, je ne dis pas qu'il me fait peur, je suis quand même un grand garçon, mais ça me met un peu mal à l'aise, pour être franc. Alors, je poursuis un petit peu votre réflexion là avec une question un petit peu plus philosophique. Est-ce que la mort est résolument qu'un moment de tristesse ou est-ce que ça va plus loin que ça? Pour moi, la grosse difficulté, c'est que dans notre Occident, on a fait de la mort petit à petit un tabou, peut-être même l'ultime tabou avec la souffrance. On ne veut pas en entendre parler. C'est quelque chose, vous savez, là où autrefois, on mourait chez soi, entouré des siens, et quand c'était dans les villages, tout le village venait, on venait assister à la mort. Mais nous ne savons plus vivre la mort. Alors, je crois que ce soit la philosophie, et encore plus peut-être la foi chrétienne, nous invite à nous réadapter finalement, à en quelque sorte voir la mort sous un autre angle et à nous approcher de la mort, évidemment avec crainte et respect, parce qu'il y a quelque chose de particulier dans la mort, il y a un état de non-retour, on voit devant nous un souffle qui s'achève, une vie qui s'achève, et en même temps, dans notre foi, on sait qu'une autre vie débute à ce moment-là. Mais au-delà de ça, la démarche de foi et peut-être aussi tout simplement la démarche philosophique, c'est de poser un acte en disant mais je sais que celle que je pleure et que je pleure vraiment parce que son absence me coûte, mène une autre vie et qu'il y a une possibilité d'être en lien avec cette autre vie. C'est notre foi chrétienne. La prière pour les morts, c'est une communion. Vous voyez, c'est pas une communication. Je ne communique pas avec les morts. Ils peuvent pas nous répondre et tout ce qui va autour de ça, vous savez, toutes ces affaires un peu ésotériques sont quand même assez dangereuses finalement parce qu'on ne sait pas vraiment qui nous parle, parce que dans le plan de Dieu, les morts ne sont pas censés nous parler. Ils sont auprès de lui et en revanche, et c'est beaucoup plus fort, nous pouvons rentrer en communion, en commune union et c'est ce que la foi nous propose. Quand nous prions avec eux, nous sommes avec eux en Dieu. L'abbé Christian Venard, délégué épiscopal au service de la communication et de l'évangélisation numérique du diocèse de Monaco. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour nous parler de ces deux dates chrétiennes emblématiques. Belle fête de Toussaint et belle fête des morts. Merci, à vous aussi. Merci beaucoup. Ouvrons une page gastronomie à présent. La cuisine évolue avec son temps et confond parfois les cultures, c'est très tendance. Et c'était le cas hier au Louis XV Alain Ducasse, à l'hôtel de Paris, où le chef Emmanuel Pilon a proposé à 40 convives un menu autour d'une boisson traditionnelle japonaise à base de riz, que vous connaissez peut-être, c'est le saké. Un défi qu'il a relevé dans le cadre d'une collaboration entre Alain Ducasse et une célèbre brasserie japonaise, à découvrir dans ce reportage signé Sarah Inkari et Hugo Comassa. En salle, l'équipe s'active. Tout doit être parfait avant l'arrivée des premiers clients à 19h30. Dernier briefing, un mot du chef et le service peut commencer. Ce qui sera servi ce soir n'est pas habituel. Emmanuel Pilon a imaginé un menu autour du saké, boisson ancestrale japonaise à base de riz. C'est toujours un défi parce que le saké, on ne le connaît pas forcément, c'est complexe. C'est quelque chose qui est, il y a tellement, c'est comme le vin, il y a tellement de variétés de saké. Sur les premières pièces cocktail, on a travaillé beaucoup sur les miso, les koji, le riz un petit peu fermenté, le riz soufflé. Voilà, donc vraiment on s'est amusé à tourner, axer le menu un petit peu plus sur le riz, les agrumes. Ouais.
Ce voyage à travers les Alpes japonaises est le fruit d'un partenariat entre la maison de saké Shishiken et Alain Ducasse. Le chef a d'ailleurs créé 2 sakés, alcool qui se déguste aussi bien à l'apéritif, au cours des repas ou bien pour trinquer lors de grandes occasions. 私たちは1750年から日本酒を作り続けてまいりまして、日本酒の伝統的な酒造りをこれまでもやってまいりました。東京では多くの食文化が発展しておりまして、その中にフランス料理アラン・デュカスさんの存在がかかる。Cette soirée à Monaco s'inscrit dans le cadre d'un tour du monde. Le concept a déjà fait escale à Tokyo, Bangkok, Naples et se poursuivra notamment à Paris, Londres et New York. Et lors de ces rendez-vous exceptionnels, tout est pensé dans le moindre détail, comme la couverture de ces menus. C'est du cuir de biche et dessus c'est laqué. Donc c'est vraiment la technique d'origine des plastrons des samouraïs. Et les menus ont été totalement créés, ils sont des pièces uniques et chaque client va pouvoir repartir avec. Et ils ont été signés des mains de Tsushima Kitahara et d'Alain Ducasse qui, on le rappelle, est le chef en activité le plus étoilé au monde. Et on en prendrait bien un peu. Elles ne sont pas destinées à être mangées, mais à être contemplées. Je vous parle de 1500 sardines juvéniles qui viennent de rejoindre le musée océanographique de Monaco, dans le Grand Lagon aux requins. Elles y ont été introduites cet été afin de dynamiser cet aquarium de 6 mètres de profondeur. Et une chose est sûre, c'est qu'elles fascinent les visiteurs. Paola Semoa et Hugo Comassa. Elles ne forment qu'un et nagent toujours de façon synchronisée. Ce balai de sardines impressionnantes danse aujourd'hui, au milieu des mythiques prédateurs des océans. Depuis septembre, elles émerveillent les vacanciers. They are incredibly beautiful. I really like them. I like that they are like in a group together and not like everywhere spread across the aquarium. C'est très apaisant à regarder. Déjà, tout le monde marin, personnellement, me passionne. Donc, le fait qu'ils tournent en rond, c'est hypnotisant, on va dire. Je rejoins parfaitement son avis, c'en est hypnotisant, ça donne du volume, du mouvement à tout l'aquarium, c'est très agréable à regarder. C'est ici, dans la réserve, qu'elles ont été choyées pendant 9 mois sous l'œil vigilant de cet aquariologiste. D'abord installées dans ces petites cuves, elles ont ensuite grandi et déplacées dans ce grand bassin avant d'être exposées au public. Une initiative qui apporte une nouvelle dimension au lagon aux requins. Le but, c'est de donner une autre dynamique au bac. Là, on a un aquarium qui est agréable et joli parce que c'est le plus grand qu'on a. Il est très en hauteur comme ça, donc c'est très sympa. On a les pointes noires qui tournent vraiment sur le haut, qui ont vraiment un comportement de pointes noires, de requins pointes noires, voilà, mais vraiment en surface. On a des animaux et des requins plutôt sur le fond et il nous manquait un peu de la vie pour peupler un peu le milieu du bac. Et en fait, c'est vrai que rajouter cette masse comme ça qui tourbillonne, ça rajoute une dynamique au bac qui est vraiment différente, qui est très sympa et appréciée du public. Outre les sardines, le musée océanographique de Monaco compte reproduire d'autres espèces marines afin d'enrichir l'écosystème de l'aquarium, mais surtout de limiter les prélèvements en mer. À l'agenda, notez que demain, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo accueillera la violoniste allemande Julia Fischer et le pianiste canadien Jan Lisiecki. Un récital commun d'1h40 environ qui mêlera les airs de Mozart à ceux de Beethoven et Schumann. Le concert est prévu à 15h à l'Opéra Garnier de Monte-Carlo. Allez, des nouvelles du temps pour clôturer ce journal. Bonsoir Sarah Inkari. Est-ce que le temps va rester bleu ce samedi ? Bonsoir Théo, bonsoir à tous. Pas de changement à signaler pour demain. La série des journées ensoleillées continue. Le thermomètre affichera des températures toujours aussi douces, même si le mercure baisse progressivement avec 12 degrés le matin et 19 l'après-midi. Enfin notez-le, nous fêterons ce samedi la Saint-Victorien. Merci Sarah, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Mais restez bien avec nous. Dans un court instant, ce sera l'après-JT consacré ce soir à la folie d'Halloween à Monaco. Et pour patienter, retour en images sur la soirée des 10 ans de la Fondation Flavien, capturée hier par l'excellent Stéphane Dana. A tout de suite sur Monaco Info.